Voilà, c'est parti. Donc aujourd'hui, on va faire notre dernière séance de TD de RO et on va la faire sur le thème du dernier cours qu'on a fait ensemble sur la programmation linéaire. Donc dans cette séance de TD, on va s'entraîner à modéliser un problème qui nous est donné sous forme de programme linéaire et à le résoudre par la méthode graphique et parfois à la main aussi, et à voir les différents cas qu'on peut trouver quand on fait la résolution. Ce TD, il aura une importance pour vous parce que je vais vous interroger là-dessus à l'examen. Ça fait des bons exercices d'examen. Donc, vous aurez des exercices sur la programmation linéaire à l'examen et sur résoudre un problème par la méthode graphique. Donc, on va s'entraîner à faire ça ensemble. Donc, je vais vous laisser un peu de temps pour faire la première question du premier exercice. Donc, j'ai corrigé un petit peu l'énoncé. J'ai juste changé les bénéfices. Au lieu de dire que c'est de les exprimer en euros au mètre, on va les exprimer en kilo-euros au kilomètre. Pourquoi? Parce que je me suis aperçu qu'en fait tout le reste de l'exercice, je l'avais formulé au kilomètre. Donc ça va être plus pratique d'avoir tout formulé au kilomètre. Et du coup, la fonction objectif, on l'exprimera en kilo-euros. D'accord? Ça sera plus facile et comme ça on tombera sur les mêmes équations. Fonction objectif en kilo-euros. Vous allez voir, on ne vend pas des chichis et des beignets, on vend des câbles d'acier. Donc, dès qu'on parle de gros sous, kilo-euros, c'est adapté. Donc, je vais vous laisser prendre connaissance du problème. Ce qu'il faut faire, c'est le formuler sous forme de programme linéaire. Dans un premier temps, ne cherchez pas à le mettre en forme standard. Essayez d'obtenir une formulation naturelle, la plus naturelle possible, celle qui vous vient en premier, pour formuler toutes les contraintes qui sont données dans le problème. La deuxième question, c'est justement de le mettre en forme standard, mais normalement, vous allez naturellement tomber sur quelque chose qui est très proche d'une formulation standard. Donc, je vous laisse 10 minutes pour faire ça, pour lire l'énoncé, modéliser le problème sous forme d'un programme linéaire et le mettre en forme standard, c'est la question petit b.
Bien, petit sondage pour savoir si je corrige de suite ou si vous voulez un peu plus de temps, si je vous laisse 2 minutes de plus. Donc oui, je corrige de suite, non, je vous laisse 2 minutes de plus. Ok. Bon, il y en a plusieurs qui ont répondu non, donc je vous laisse 2 minutes de plus. Bien, allons-y pour une correction. Donc peut-être la première chose à faire, c'est dans le problème, en général, quand on peut, c'est de commencer par identifier les inconnus, les variables. Sur quoi on peut jouer dans le problème, quelles sont les choses qu'on cherche à déterminer dans notre solution optimale. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est qu'on cherche à déterminer pour notre usine? C'est combien elle doit produire de câbles de 5 mm et combien elle doit produire de câbles de 10 mm. D'accord? Donc on pourrait commencer par dire que les variables ou les inconnus du problème qu'on cherche à déterminer pour avoir une solution optimale, ça serait, je vais les appeler X1 et X2. X1, ça serait le nombre de kilomètres de câbles de 5 mm. Et X2, ça serait le nombre de kilomètres de câbles de 10 mm de diamètre. Ok, voilà mes deux inconnus. Avec ça, est-ce que j'arrive à formuler ma fonction objectif? Normalement, si j'ai mis toutes les inconnues, je devrais y arriver. Donc, on nous dit que le bénéfice qu'elle fait sur ces câbles, c'est 2 € au kilomètre pour le câble de 5 mm et 7 kilo € au kilomètre pour le câble de 10 mm. Et nous, ce qu'on veut, c'est justement maximiser le bénéfice. Comment on dit? Maximiser, voilà, c'est ici, c'est dans la question. Maximiser le bénéfice en supposant que tout ce qui est produit est vendu. Donc, on suppose qu'on produit X1 et X2 kilomètres de câbles et on vend tout. Donc, la fonction objectif. Donc là, c'est un problème naturellement de maximisation. On veut maximiser le bénéfice. Donc la fonction objective, c'est maximiser, du coup, on a dit 2 kilo € au kilomètre pour le câble de 5 mm et 7 kilo € au kilomètre pour le câble de 10 mm.
Okay, donc ce qu'on veut, c'est maximiser cette expression-là. Ensuite, une fois qu'on a identifié ça, les variables et ce qu'on cherche à optimiser, là, il faut s'intéresser aux contraintes qui nous sont données. Alors, comment est-ce qu'elles sont formulées, ces contraintes? Le cuivre dont dispose l'usine permet de produire 20 km de câbles de 5 mm par semaine. Et on nous dit la production de câbles de 10 mm demande 4 fois plus de cuivre que celle de 5 mm. Donc en fait, c'est ces deux phrases-là qui me font ma contrainte sur quelle est la quantité de cuivre dont je dispose pour la production. Alors soit on la formule directement en une contrainte, soit on peut y aller, on peut être plus basique et faire chaque phrase, chaque contrainte que je vois apparaître, je l'écris. Donc par exemple, si le cuivre dont dispose l'usine permet de produire 20 km, de câbles de 5 mm de diamètre par semaine, je peux toujours écrire que X1 est inférieur à 20. Mais en fait, c'est pas ça la vraie contrainte. La vraie contrainte, c'est que la production de 10 mm, elle demande 4 fois plus de cuivre. Donc de toute façon, le cuivre total dont je dispose, d'accord, c'est comme ça qu'il faut comprendre l'énoncé, le cuivre total dont je dispose permet de produire 20 km de câble de 5 mm. Donc si je décide de produire du câble de 5 et du câble de 10, je vais pouvoir au total faire un équivalent de 20 km de câble de 5, d'accord. Donc les deux sont pris sur le même stock. Donc là, c'est pas exprimé directement en termes de quantité de cuivre, c'est exprimé en termes de longueur qu'on peut produire par référence au câble le plus petit. Donc, ce qui est sûr, c'est que la quantité de cuivre que je produis quand je prends X1 km de câble de 5 et X2 km de câble de 10, il me faut 4 fois plus de cuivre. Donc la quantité de cuivre que je produis, elle est proportionnelle à ça, d'accord? Elle est proportionnelle à X1 plus 4 fois X2, puisque produire 1 km de X2, ça demande 4 fois plus de cuivre. Et au total, ça, je sais que ça peut pas représenter plus de 20 km de câble de X1, d'accord? Donc soit vous produisez que du X1, c'est inférieur à 20, soit si vous produisez que du X2, ben c'est inférieur ou égal à 5, d'accord? À 20 divisé par 4. Donc, si vous produisez un peu des deux, ben, vous avez la combinaison linéaire qui vous dit que, de toute façon, vous ne devez pas dépasser en équivalent, on parle en équivalent câble de 5, vous ne devez pas dépasser 20 km d'équivalent câble de 5. Okay, donc, on peut l'écrire comme ça, cette contrainte. On s'aperçoit de suite qu'en fait, ça ne servait à rien. Elle était là surtout pour pouvoir permettre d'écrire cette contrainte-là. Pourquoi est-ce qu'elle sert à rien? Je vais l'enlever de suite, cette contrainte. Pourquoi? Exactement, Léa, parce que X1 et X2, ils doivent être positifs. Okay, donc c'est pour ça que le problème, il est assez naturellement formulé en forme standard. C'est parce que X1 et X2, regardez, c'est un nombre de kilomètres. Donc c'est forcément positif. Et on a directement nos contraintes de positivité sur les variables. Et à cause de ces contraintes de positivité, comme x2 est positif, ça veut dire que 4x2 est positif aussi, et du coup, on en déduit de la deuxième, on en déduit que forcément x1 est inférieur ou égal à 20. Donc en fait, celle-là, elle est redondante, elle est impliquée, la première là, elle est impliquée par la deuxième, donc en fait, je vais même pas la garder. Okay. Mais c'est pas grave, si vous voulez la mettre et vous en apercevoir a posteriori, ou ne pas vous en apercevoir, vous pouvez quand même la mettre. Quand vous allez résoudre en forme graphique, vous allez le voir de suite, que cette contrainte, elle est impliquée par la deuxième. Et vous aurez une droite qui sert à rien, qui vous enlève aucune partie des solutions. Mais on peut la mettre. Mais bon, je l'enlève parce que j'ai pas envie d'avoir un système trop gros. La deuxième, donc c'est quoi les deuxièmes contraintes? Okay, c'est que pour des raisons de demande, la production hebdomadaire de câbles de 5 mm ne doit pas dépasser 15 km. Ok, alors celle-là, c'est une contrainte dure sur X1. Okay, on ne peut pas avoir X1 qui est plus grand que 15. Ok, et enfin, la dernière, c'était quoi?
Pour des raisons de logistique, la production de câbles de 10 mm ne doit pas représenter plus de 40% de la production globale. Alors ça, pareil, je colle à la phrase pour exprimer cette contrainte. La production de câbles de 10 mm, elle ne doit pas dépasser plus de 40% de la production totale. Et la production totale, c'est donc X1 plus X2. Ok, donc voilà notre programme linéaire. Okay. Donc mettons-le en forme standard et puis au passage rendons les équations plus jolies parce que 40% écrit comme ça c'est quand même pas très correct d'un point de vue mathématique. Donc nous ce qu'on cherche à faire au final, si je le mets en forme standard, qu'est-ce qui n'est pas standard d'ailleurs là-dedans? Qu'est-ce qui n'est pas standard? La première, celle-là, est-ce qu'elle est en forme standard? Cette contrainte. X1 plus 4x2 inférieur à 20. Oui, parce que c'est une inégalité et le deuxième membre est constant. Une inégalité dans le bon sens, quoi, inférieur ou égal, et le deuxième membre est constant. Comme je vous ai fait remarquer, il s'agit bien d'un problème de maximisation d'une fonction linéaire, donc ça c'est bon, on est bien aussi sur de la forme standard. Si c'est pas linéaire, ben là on n'est pas dans le cadre de la programmation linéaire. X1 inférieur à 15, ben c'est pareil, inégalité dans le bon sens et deuxième membre constant, donc c'est bon. La dernière, x2 inférieur à 40% de x1 plus x2, ça, c'est pas tout à fait en forme standard. Là, il y a un petit peu de travail à faire. Pourquoi? Parce que le second membre de l'inégalité n'est pas constant. Donc, il faut faire passer les variables à gauche. Donc, au final, si je réécris mon programme en entier, on cherche à maximiser 2x1 plus 7x2. OK. Sous contrainte que d'une part x1 plus 4x2 est inférieur à 20, x1 est inférieur à 15, et celle-là on va la retravailler un peu, on va faire passer tout de l'autre côté, ça fait x2 moins 4 dixièmes de x1 plus x2 est inférieur à 0, et ça nous fait donc quelque chose comme 6 dixièmes de x2. 6 dixièmes de x2, ça va nous faire 3 cinquièmes de x2, moins 2 cinquièmes de x1 est inférieur à 0. Okay. Donc je peux même multiplier par 5, là, si je n'ai pas envie de traîner les cinquièmes. Je peux multiplier par 5 toute l'équation. Toute l'inéquation. Donc là, c'est complètement équivalent. Donc je fais sauter le 5 au dénominateur et le 0 ici ne bouge pas. Et je me retrouve donc avec une formulation qui est que 3, alors non, pardon, je vais commencer par le x1, moins 2x1 plus 3x2 doit être négatif. Et on n'a pas parlé, mais une chose importante, les variables, donc il y en a deux, on a dit, elles doivent avoir des contraintes de positif dans la formulation standard. S'il n'y en a pas, vous vous rappelez qu'en cours, on a montré comment on pouvait faire des petits changements de variables pour se ramener à des contraintes de positivité. Soit il y a des contraintes de négativité, auquel cas on fait un petit changement de variable en faisant un moins, soit il n'y a pas de contrainte du tout, et à ce moment-là, on introduit deux variables pour une. Et les deux variables, ce sera la partie positive et la partie négative, et les deux doivent être positives. Donc là, il n'y a rien à faire, elles sont déjà toutes les deux positives. Donc on a bien x1 est positif et x2 est positif. Donc voilà notre problème en forme standard. OK pour ça? On va peut-être vérifier dans la correction quand même que on a obtenu la bonne formulation. Je dirais pas tellement. Faites voir x1 plus 4x2 inférieur à 20, x1 inférieur à 15, et ah oui, la forme standard elle est en bas. Moins 4x1 plus 6x2 inférieur à 0, mais ça revient exactement au même que moins 2x1 plus 3x2. Okay. Ça marche, on est tombé sur la bonne formulation. Des questions sur ça? Pas de questions? Alors, on passe du coup à la résolution. Donc là, pour une fois, on va faire un peu un cas d'école. On va essayer de le résoudre à la main, ce programme linéaire. D'accord? Donc, premièrement, résolution à la main. La résolution à la main, une des façons de faire, c'est de faire apparaître la fonction objective comme une variable.
Donc là, je vais prendre une variable, je vais l'appeler z, par exemple, et je vais introduire z égale 2x1 plus 7x2. C'est-à-dire que ce que je cherche à maximiser, c'est le z. Ça, c'est pratique de faire apparaître comme une variable l'objectif, ce qu'on cherche à maximiser. Mais ce n'est pas une vraie variable du problème, c'est juste pour la résolution à la main. Alors ensuite, une fois qu'on a fait ça pour la résolution à la main, ce qu'on peut faire, c'est grâce à cette égalité, ça c'est une égalité, on peut éliminer une des variables ici dans le problème en la remplaçant par l'autre et par z. Et comme ça, on peut faire apparaître directement les contraintes sur z. Et en triturant un peu ces inéquations, on peut essayer de voir toutes les contraintes qu'il y a sur z et comment je peux maximiser z en gardant toutes ces contraintes satisfaites. Donc je vous laisse faire ça. Je vous laisse 5 minutes pour faire ça, pour éliminer une des variables en utilisant z égale 2x1 plus 7x2 là-dedans, un peu le tout pour trouver des contraintes sur z de façon à ce que ce soit assez lisible pour qu'on arrive à dire ce qu'il faut faire, c'est prendre z égale temps. Okay. Donc, typiquement, ce qu'on voudrait obtenir, c'est des contraintes sur z et on voudrait voir laquelle est la plus contraignante et on va prendre z qui est maximisé sous cette contrainte-là. Allez, je vous laisse 5 minutes pour faire ça et on en discute après.
Ok, allons-y. Je ne veux pas passer trop de temps là-dessus. C'est juste pour vous montrer qu'on peut résoudre à la main, mais c'est pas une méthode systématique que je vais vous proposer, donc c'est pour ça que je ne veux pas trop y passer de temps. Donc de ça, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais éliminer x2 dans le système. Pourquoi? Parce que ça me plaît bien, la contrainte x1 est inférieure à 15. Celle-là, je vais la garder, elle est écrite très clairement. Du coup, je vais éliminer x2. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais renverser cette égalité là avec l'objectif en disant 7x2, c'est donc égal à z moins 2x1. Okay, j'ai pas envie de traîner des dénominateurs, donc je vais pas faire passer le 7 de l'autre côté. Et je vais plutôt multiplier les équations par 7 ici pour faire apparaître 7x2. D'accord, donc je vais me retrouver avec quoi? Avec x1 plus 4 fois 7x2. Pardon, 7x1 plus 4 fois 7x2 est inférieur à 7 fois 20. Donc 4 fois 7x2, ça fait 4 fois z moins 2x1 est inférieur à 140. Ok, ça c'est la première. La deuxième, elle n'a pas bougé. C'est un peu pour ça que j'ai choisi d'éliminer x2. Et la troisième, donc ça va me donner moins 2x1 plus 3 fois, alors pardon, et ici encore une fois, il faut que je multiplie par 7, j'ai oublié, ça va me donner moins 14x1 plus 3 fois 7x2, on a dit 7x2 c'est z moins 2x1 est inférieur à 0. Ok. Du coup, quand je remets tout ça, moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir les contraintes sur z. Donc la première, je vais l'écrire 4z est inférieur à 140. Donc là, ici, je me retrouve avec moins 8 x1 plus 7x1, ça fait moins x1. Quand je fais passer de l'autre côté, ça fait x1. 140 plus x1. Ici, je garde mon x1 inférieur à 15. Et ici, je vais me retrouver avec quoi? Avec quelque chose comme 3z va être inférieur à moins 6x1, moins 14x1, ça fait moins 20x1. Et quand il passe de l'autre côté, ça va se retrouver du 20x1. Okay. Maintenant, je vais faire les divisions et je vais me retrouver avec z. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir z comme ça, comme objectif. 140 divisé par 4, ça va faire quelque chose comme 35, ça. 35 plus un quart de x1. x1 est inférieur à 15. Et ici, ça va me faire z est inférieur à 20 tiers de x1. Okay, donc voilà le nouveau système que j'ai obtenu en réinjectant ce truc-là dedans. Encore une fois, j'insiste sur le fait que ça, c'est pas du tout une méthode systématique. Vous n'êtes pas sûr de tomber sur quelque chose qui vous permet de résoudre. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas sûr que c'est équivalent. Regardez, si par exemple, j'avais enlevé dans le système initial la contrainte x1 est inférieure à 15, d'accord ? Le système, il est quand même toujours borné. On ne peut pas prendre x1 aussi grand qu'on veut à cause de cette contrainte. Il ne peut pas dépasser 20 en l'occurrence, d'accord ? Comme on l'avait vu. Mais si j'enlève x1 inférieur à 15, quand je me retrouve après ma manipulation, là, si j'ai enlevé cette contrainte, je me retrouve qu'avec deux contraintes, ça ne se voit pas du tout que le système est borné. On dirait que je peux prendre x1 autant grand que je veux et maximiser mon z une valeur aussi grande que je veux. Donc cette façon-là de procéder, c'est vraiment un peu sauf qui peut. On fait comme on peut pour arriver à résoudre le truc. En vrai, il y a des méthodes systématiques, mais elles sont beaucoup plus compliquées. Il y a des méthodes systématiques, par exemple, c'est ce que fait l'algo du simplex. Mais il y a des règles à suivre et à respecter, à réinjecter plusieurs fois, etc. pour avoir quelque chose d'équivalent à chaque fois. Et ces règles sont compliquées puisque l'algo, de toute façon, on a dit, il peut avoir dans certains cas une complexité exponentielle. Donc, vous pouvez avoir à faire un nombre exponentiel de manipulation. Okay. Bon, nous, on est tombé sur ça, en tout cas. On est tombé sur ces trois équations par chance. Du coup, ici, est-ce qu'on arrive à résoudre le système ? Vous voyez que j'ai deux contraintes explicites sur z. Okay, et j'ai une contrainte sur x1. Et ici, z, du coup, il dépend que de x1. Donc là, comme le coefficient de x1, là, dans les deux contraintes exprimées avec z, il est positif, moi, j'ai envie de prendre x1 le plus grand possible. D'accord ? Donc, en fait, j'ai envie de prendre x1 égale 15. Et quand je prends x1 égale à 15, j'obtiens par la première inégalité, j'obtiens que z doit être inférieur ou égal à
35 plus 15 quarts. Et ici, j'obtiens que z doit être inférieur à... Donc on a dit on prend x1 égale 15, ça fait 15 divisé par 3, ça fait 100 alors. Et du coup, c'est laquelle la plus contraignante? Ben, c'est celle-là. Okay. Donc moi, j'ai envie de prendre x1 égale 15 et z égale 35 plus 15 quarts. D'accord. Et quand je fais ça, qu'est-ce que j'obtiens pour mon x2? J'obtiens que donc 7x2 égale à z. Z, il vaut ça. 35 plus 15 quarts, moins 2 fois x1. Et x1, on a dit c'était 15, donc moins 30. Ça me fait 5 plus 15 quarts. 15 quarts, je vais l'écrire, ça fait 12, donc ça ne doit pas être très correct ce calcul-là. 5 plus donc 15 quarts, donc on va dire c'est 12 plus 3, 15, donc ça va me faire 3 plus 3 quarts. 3 plus 3 quarts égale 8 plus 3 quarts, et je divise encore par 7, donc ça me fait quelque chose comme x2 égale, ouais, j'aurais pas dû tout dû mettre sous cette forme-là. Pour commencer, je devrais garder avec mes quarts. Alors, reprenons. C'était quoi mon truc? C'était 5 plus 15 quarts. C'est ça, 5 plus 15 quarts. Je vais tout mettre sur le même dénominateur. Ça va me faire 20 plus 15, ça va me faire 35 quarts. Et je divise encore par 7. Donc, je me trouve avec x2 égale 35 sur 28. Ceci dit, il y a 7 à la fois il y a 7 dans 35, donc ce n'est pas la peine de faire ça. Je vais garder mon 4 et le 35 va devenir un 5. Ok, donc voilà ma solution que j'ai trouvée. Et ça me donne un objectif de z égale 35 plus 15 quarts. Alors c'est là que ça vaudrait le coup de le mettre quand même en nombre entier le plus possible. Donc la partie entière, ça va être 38 plus 3 quarts. Ok. Donc si on prend x2 égale 5 quarts et x1 égale 15, on peut atteindre un objectif de un peu moins de 39 kg. Regardons dans la solution si c'était ce qu'on avait obtenu. C'est où? C'est dans la C. Dans la C, on obtient x1 égale 15, x2 égale 5 quarts. Voilà, c'est correct. Et l'objectif aussi, il s'écrit comme ça. Ok, très bien. Bon, ça, c'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est de résoudre le problème par la méthode graphique. Parce que la méthode graphique, l'avantage, justement, c'est qu'elle est systématique. Et du coup, on va voir comment on résout ce problème par méthode graphique. Donc, vous vous rappelez, je vais vous rappeler la méthode et je vais vous laisser le faire. Donc, la méthode, d'abord, est-ce qu'il y a des questions là, sur la résolution à la main? Donc, vous voyez, c'est pour vous montrer un exemple de comment on peut quand même résoudre ces trucs-là en manipulation d'inéquations. Mais je ne suis pas très content au final, vous l'avez senti, parce que de toute façon, cette méthode que je vous donne, elle n'est pas du tout générique, elle ne conserve pas toutes les contraintes du problème, etc. Ben, je pense pas. Pas sûr. Peut-être je vous demanderai à la main, mais ça m'intéresse pas plus que ça. Si je vous demande à la main, ce sera sur un cas un peu comme celui-là où c'est facile de retomber sur ses pieds, mais je suis pas sûr que ça a un intérêt. Donc je suis pas sûr de poser ce genre de questions. Par contre, résolution graphique, ça c'est sûr qu'il y en aura. Ok? Après, ne vous fiez pas trop à vos enseignants. Vous savez qu'il n'y a rien de plus inconstant qu'un enseignant. Si ça se trouve, quand je vais faire l'examen, je vais changer d'idée. J'aurai pas assez de questions. Je vais dire, tiens, si je leur faisais une résolution à la main de problèmes linéaires. Mais a priori, avant de me lancer dans l'examen, c'est pas ce dont j'ai envie. Pas envie de venir sur ce terrain-là. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est que vous sachiez représenter le problème sous forme graphique. Parce que ça, du coup, ça donne une vision déjà du problème et des contraintes.
Et en plus, ça donne une méthode systématique pour résoudre. Donc ça marche bien évidemment. Le problème, c'est que ça marche bien quand vous avez peu d'inconnus, parce qu'on est dans des petites dimensions. Si vous passez à 4 inconnus déjà, représenter les choses en 4 dimensions, ça devient plus compliqué. Donc là, on est sur des nombres d'inconnus qui est 2, donc on peut faire ça. On peut faire la méthode graphique et c'est vraiment informatif. Donc, allons-y, faisons ça. Est-ce que vous vous rappelez comment ça marche? Sinon, je vous redonne les grandes lignes. Ce qu'il faut faire pour la méthode graphique, c'est chaque contrainte du problème, vous la traduisez en une droite, en changeant l'inégalité en une égalité. Alors, elle était où? Il était où notre problème en forme standard? Ça doit être ça. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que à chaque contrainte va correspondre une droite. Ici, la droite d'équation 4x1 plus 4, x1 plus 4x2 égale 20. D'accord? La droite d'équation x1 égale 15 et la droite d'équation x2 égale... Ah oui, d'accord, mais ce n'est pas la forme standard. C'est dommage, mais c'est pas grave, ça revient au même. 4 dixièmes de x1 plus x2. Mais faites-le avec la forme standard, hein, c'est beaucoup mieux. Vous avez l'équation de la droite qui est beaucoup mieux écrite. Donc vous cherchez 2 points sur chacune des droites, hein, c'est des droites en dimension 2, donc vous cherchez 2 points qui satisfont l'équation de la droite, comme ça vous avez vos 2 points, vous tracez la droite, vous faites ça pour toutes les contraintes du problème, et vous devez en plus déterminer pour chaque droite dans quel demi-plan la contrainte est satisfaite et dans quel demi-plan elle ne l'est pas. Vous vous rappelez de la méthode, c'est qu'on peut s'amuser à augmenter une variable. Donc disons qu'on est sur la droite, je suis sur la droite là qui transmet cette contrainte, disons que c'est celle-là. Okay. Je me mets sur la droite et j'augmente x1 ou x2, ou je le diminue, comme vous voulez. Par exemple, j'augmente x1. J'augmente x1, ça veut dire, si j'ai pris mon repère, si vous l'imaginez comme moi, x1, je vais le mettre en abscisse, x2 en ordonnée. J'augmente x1, ça veut dire je vais vers là-bas. Quand je vais vers là-bas, je vais dans ce demi-plan-là. Je vais dans ce demi-plan-là. Est-ce que la contrainte, elle est satisfaite ou elle n'est pas satisfaite? Ben, si j'étais pile poil à égalité, quand j'augmente x1, je vais violer l'inégalité. D'accord? Donc, dans ce demi-plan où je vais, là, la contrainte, elle n'est pas satisfaite. Ce dont on est sûr, c'est qu'il y a un demi-plan où elle n'est pas satisfaite, un demi-plan où elle est satisfaite. Donc, je assure le plan qui n'est pas satisfait. Je fais ça pour toutes les contraintes, en cherchant bien le demi-plan, et à la fin, je me retrouve avec ma région des solutions faisables, et c'est là-dedans que je cherche à maximiser. Ok, voilà pour les grandes lignes. Je vous laisse faire la résolution à la main. Combien de temps il faut pour faire ça? Pas trop, je vais vous laisser 8 minutes. On manque de temps. Allez, c'est parti. Et le dernier ingrédient pour résoudre, c'est qu'il faut aussi exprimer la combinaison linéaire à maximiser comme une droite et voir du coup dans quelle direction on va pour maximiser.
Ok, alors faisons une résolution linéaire, une résolution graphique ensemble, d'accord? Donc on va faire celle-là. J'ai fait le dessin dans la correction, on va reprendre ça. Donc voilà ce sur quoi on doit tomber. Donc commençons par les contraintes. Donc vous voyez ici, vous avez la droite d'équation là pour chacune des contraintes. Alors celle-là elle est écrite un peu différemment, mais c'est la même équation. Hein. Moins 2x1 plus 3x2 ou moins 4x1 plus 6x2 égale 0. Ça donne la même chose, ça donne la même droite. Donc vous avez celle-là. Vous avez celle x1 inférieure à 15 qui est devenue x1 égale 15. Et vous avez celle sur x1 plus 4x2 doit être inférieure ou égale à 20. Elle est devenue x1 plus 4x2 égale 20. Donc commençons par celle-là par exemple. Si je veux tracer la droite, il faut que je trouve 2 points dessus. Si je prends x1 égale 0, ça me donne x2 égale 5. Donc x1, je l'ai mis en abscisse, x2, je l'ai mis en ordonnée. Donc x1 égale 0, ça veut dire qu'on est ici. D'accord ? x1 égale 0, donc x2 doit être égal à 5. Ça me donne ce point-là. Je vais le mettre en rouge. Un point ici. Deuxième point, je vais prendre x2 égale 0, par exemple. Donc x2 égale 0, je vais être sur cet axe-là. x1 va être égal à 20. D'accord. Donc ça me donne ce point-là. Paf, vous tracez la droite. Maintenant, il faut déterminer quel est le bon demi-plan. Donc au départ, la contrainte, rappelez-vous, c'était x1 plus 4x2 inférieur ou égal à 20. Donc je refais ma tactique. Je me mets quelque part sur la droite, mettons ici, et j'augmente x1. Donc j'augmente x1, je me déplace vers la droite parallèlement à l'axe des abscisses. Je passe donc dans ce demi-plan. Quand j'augmente x1 ici, x1 plus 4x2 devient plus gros. Il était égal à 20 exactement, puisque j'étais sur la droite. Donc quand il augmente, il devient plus gros que 20, la contrainte n'est pas satisfaite. C'est pour ça que j'ai assuré cette partie de ce demi-plan. Donc la contrainte est satisfaite dans le demi-plan inférieur. Pour cette contrainte-là, on fait pareil. Donc moins 4x1 plus 6x2 égale à 0. Donc si je prends par exemple, là je vois qu'elle passe par le point 0, 0. Donc ça me donne déjà un point facile ici. Ensuite, je peux prendre x1 égale à quoi? Si je veux tomber sur des points entiers, je pourrais prendre par exemple x1 égale 6. Comme ça, ça me donnera x2 égale 4. Ça fera moins 4 fois 6 plus 6 fois 4. Donc x1 pour x1 égale 6, je suis ici. x2 doit être égal à 4. Je suis là. Ça me donne ce point-là. J'ai 2 points, paf, je trace la droite et je refais le même truc. Je me mets sur la droite, quelque part, et j'augmente x1. Donc la contrainte au départ, c'était moins 4x1 plus 6x2 inférieur à 0. Quand j'augmente x1, d'accord, donc j'augmente x1, je me déplace vers la droite. Quand j'augmente x1, le moins 4x1 diminue. D'accord ? Moins 4x1 devient encore plus négatif. Donc ma contrainte, elle est encore plus satisfaite. Donc ce demi-plan-là, c'est celui qui satisfait la contrainte. Je assure l'autre demi-plan. Okay. Pour x1 inférieur ou égal à 15, c'est très simple. La droite, elle est verticale en x1 égale 15. Ça, c'est une droite verticale. Et il doit être inférieur ou égal. Donc, c'est ce demi-plan-là qui est le bon. Le deuxième demi-plan, je le assure. Et je me retrouve avec mes 3 demi-plans, tous les 3 assurés. Et du coup, la zone dans laquelle j'ai les solutions admissibles, c'est-à-dire les solutions qui satisfont toutes les 3 contraintes, c'est la zone que j'ai décidée en bleu. Okay. Donc moi, c'est là-dedans que je vais chercher à maximiser mon objectif. Est-ce qu'on est OK sur le dessin des contraintes? Oui, très bien. Du coup, passons à la fonction objectif qui est à maximiser. Donc nous, notre fonction objectif, c'était 2x1 plus 7x2. La méthode, du coup, c'est de tracer une droite d'équation 2x1 plus 7x2 égale une constante. Et la constante, vous pouvez la choisir comme vous voulez parce que vous allez voir cette droite, en fait, la seule chose qui nous intéresse dedans, c'est sa direction. Et ensuite, on va maximiser en se déplaçant dans la direction orthogonale, soit dans un sens, soit dans l'autre, et ça, il faudra le déterminer. Donc déjà, traçons une des droites 2x1 plus 7x2 égale constante. La constante, vous pouvez du coup la prendre comme vous voulez. Ce que ça changera, c'est que vous obtiendrez différentes parallèles. D'accord ? Selon la constante que vous prenez, vous obtiendrez différentes parallèles à cette droite que j'ai tracée en pointillé. Donc un truc qui est facile en général pour trouver des points entiers, c'est de prendre la constante égale au produit des 2 coefficients, là, en tout cas lorsqu'ils sont positifs. Donc si par exemple je prends la constante égale à 14, je vais pouvoir facilement tomber sur des points entiers. Donc quand je prends x1 égale 0, ça me fera x2
égale 14 divisé par 7. D'accord? C'est pour ça que je tombe sur un entier. Ça me fera 2. Donc, pour x1 égale à 0, x1 égale à 0, il est où? X1 égale à 0, donc c'est là. Je vais trouver x2 égale 2, on a dit. Donc, c'est ce point-là. Vous allez voir que ce n'est pas la même droite que je vais tracer. J'ai un point. Ensuite, je prends x2 égale à 0. Je me retrouve avec x1 égale 14 divisé par 2. Donc 7. x1 égale 7. C'est ici. Voilà mes 2 points. Et je trace ma droite comme ça. Donc c'est celle que j'ai tracée en pointillé. Vous voyez que là, je n'ai pas pris exactement la constante 14. Mais ce n'est pas important. Ce que j'obtiens, c'est une parallèle. D'accord? Donc j'ai celle-là ou celle-là. C'est pareil. Ce qui va compter, c'est la direction de maximisation. Elle va être orthogonale à ces deux droites. Donc là, en l'occurrence, celle-là, elle doit être tracée avec la constante qui est égale à... elle tombe en 14, donc 2 fois plus. Ça va être la constante égale à 28. OK. En prenant celle-là, elle est plus lisible, elle est mieux placée sur le dessin, on va dire, donc, parce qu'elle est moins écrasée là dans le coin. Donc maintenant, moi ce que je veux, c'est savoir dans quelle direction je maximise. Soit je maximise vers là, soit je maximise dans l'autre sens. D'accord? Encore une fois, c'est une histoire de demi-plan. Soit je me déplace vers ce demi-plan-là, soit je me déplace vers ce demi-plan-là. Mais regardons dans quel sens elle augmente. Je fais comme d'habitude, je me mets quelque part sur la droite, d'accord, d'équation 2x1 plus 7x2 égale constante, et j'augmente x1. Donc quand j'augmente x1, je me déplace comme ça, d'accord, parallèlement à l'axe des abscisses, et je tombe dans ce demi-plan. Quand j'augmente x1, la fonction objectif, elle augmente, puisque le coefficient de x1, il est positif. Donc quand je vais vers ce demi-plan-là, j'augmente l'objectif. Donc ça veut dire que la direction vers laquelle se déplacer, c'est celle qui va dans ce demi-plan-là. Quand je vais vers ce demi-plan-là, je diminue. Donc, si je tire ma droite là, parallèlement, là, je vais la tirer dans ce sens-là, par exemple, pour tomber sur celle-là, je diminue la fonction objectif. Si je tire dans ce sens-là, j'augmente la fonction objectif. D'ailleurs, c'est facile à voir, puisqu'on a dit celle-là, elle est obtenue pour la constante égale 28. 28, c'est justement l'objectif. Et celle-là, elle est obtenue pour la constante égale 14. Donc, elle est plus petite. Donc, on retrouve, là, vu qu'on en a tracé deux, on retrouve ça. On retrouve que quand je me déplace vers le demi-plan inférieur, je vais diminuer mon objectif. Donc moi, ce qui m'intéresse, du coup, c'est de me déplacer comme l'indique la flèche la flèche noire ici, c'est de me déplacer vers le demi-plan supérieur. Donc pour maximiser mon objectif, je dois tirer là sur cette droite, prendre la parallèle qui est le plus loin possible vers le haut, mais qui croise encore ma zone des solutions admissibles. Sinon, ça veut dire que si je la prends trop haut, si je la prends là, par exemple, ma parallèle, elle contient plus aucune solution admissible. Donc moi, je la tire comme ça, je la tire doucement, 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 et je regarde la dernière fois que je touche la zone des solutions admissibles. Où est-ce que ça va se produire? Ça va se produire quelque part par là, quoi. Soit sur ce point, soit sur ce point. Alors, pour savoir exactement sur quel point ça se produit, il faut quand même comparer la pente de celle-là, là, cette fonction que je déplace, cette droite que je déplace, avec la pente de celle-là, qui borne la solution, là, la zone des solutions admissibles, dans l'endroit où je vais me déplacer. Parce que si celle-là, là, si ma parallèle, là, si celle-là, là, elle est plus pentue, d'accord? Si celle-là, je vais faire une autre couleur. Si celle-là, là, ici, elle est plus pentue, ce qui se voit pas bien sur le dessin parce qu'elles ont des pentes similaires. Si elle est plus pentue, je vais toucher en ce point-là, la dernière fois que je me déplace. Si elle est moins pentue que cette droite-là, si elle est par exemple comme ça, je vais toucher sur ce point-là, la dernière fois. Moi, c'est ça que je veux savoir. Donc, je veux savoir, est-ce que celle-là, elle est plus ou moins pentue que celle-là? Eh bien, regardons leur coefficient directeur. Celle-là, c'est coefficient directeur quoi? Donc, quand je augmente, comment est-ce que je calcule le coefficient directeur? Soit vous connaissez les formules mathématiques, soit vous êtes comme moi, vous ne les connaissez pas, et vous les faites à la main. Vous regardez, quand vous augmentez x1 de 1, x2, pour rester sur la droite, là, x2 fait quoi? Donc, si j'augmente x1 de 1, x2, lui, il doit compenser, donc il doit diminuer de 1 quart. Donc, le coefficient directeur, du coup, c'est moins 1 sur 4. D'accord? Quand j'augmente x1 de 1, moi, c'est ça le coefficient directeur. Hein, c'est quand on se déplace de 1, on se déplace de combien dans l'autre direction? Soit on monte, si on fait plus 2, ça fait un coefficient directeur de 2. Si on fait moins 3, ça fait un coefficient directeur de moins 3.
Okay, c'est ça le coefficient directeur. C'est combien je me déplace en ordonnée quand je me déplace de 1 en abscisse. Donc ici, je descends, x1 doit descendre, et il doit descendre de 1 quart. Donc c'est moins 1 quart. Le coef directeur de celle-là. Coef directeur. Pour celle-là, qu'est-ce que c'est? Donc là, c'est 2x1 plus 7x2. Donc là, quand j'augmente x1 de 1, x2, lui, il doit diminuer encore pour compenser. Et si je veux qu'au total, ça... Donc quand j'augmente x1 de 1, ce truc-là augmenté de 2. Donc si je veux qu'au total, ce truc-là diminue de 2, il faut que je le diminue de 2 septièmes. Okay. Donc le coefficient directeur de celle-là, coef directeur, c'est donc moins 2 septièmes. Okay. Et moins 1 quart, je vous fais remarquer que c'est moins 2 huitièmes. Alors du coup, en valeur absolue, lequel est le plus grand? C'est celui-là. 2 septièmes, c'est plus grand que 2 huitièmes. Donc en valeur absolue, c'est lui qui est le plus grand. Ça veut dire la pente, donc les deux sont décroissantes, ça on le voit bien sur le dessin, hein. Celle-là elle est décroissante, celle-là elle est décroissante, c'est pour ça que les deux ont un coefficient négatif. Par contre, en valeur absolue, celui qui décroît le plus fort, c'est celui-là, c'est 2 septièmes. 2 septièmes, c'est plus grand que 2 huitièmes. Donc c'est celle-là qui décroît le plus fort. Donc elle est plus pentue. Donc je suis dans ce cas-là, dans le cas où en fait je vais toucher ici. Donc c'est celle que j'ai tracée en pointillé rouge, hein. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'écart entre les deux coefficients directeurs. Et donc c'est ce point-là. Donc c'est le point en fait d'abscisse x1 égale à 15. Donc je me retrouve encore une fois avec x1 égale 15. Alors où est-ce que je vais faire ça? Je vais le faire là. x1 du coup est égal à 15. Je vois il y a une unique solution optimale, c'est celle qui est en ce point-là. x1 est égal à 15 et du coup je suis aussi sur la droite d'équation x1 plus 4x2 égale 20. C'est-à-dire 15 plus 4x2 égale 20. Okay. Ce qui va me faire x2 égale 5 moins 5 quarts, non 5 quarts, est égal à 5 quarts. Ok. Donc voilà, il y a donc une unique solution optimale. Elle est définie par x1 égale 15 et x2 égale 5 quarts, c'est ce point-là. Ok, normalement, ça doit être ce qu'on avait trouvé. On va vérifier. x1 égale 15, x2 égale 5 quarts. C'est où qu'on avait trouvé ça? x1 égale 15, je le vois ici, en effet. Et x2 égale 5 quarts, on a trouvé ça aussi? Oui, ok, c'est là. x2 égale 5 quarts, x1 égale 15. C'est la même chose qu'on avait trouvé à la main. Donc notre résolution à la main, elle n'était pas complètement foireuse. Et du coup, quand vous réinjectez dans Z, forcément, vous trouvez pareil, puisque c'est comme ça qu'on l'a trouvé la première fois. Vous trouvez Z égale 38 plus 3 quarts. D'accord? Donc là, ça nous confirme par la résolution graphique, ce qu'on ne savait pas forcément par la résolution à la main, même si ça se voyait quand même si sur la résolution à la main, c'est qu'il y a une unique solution optimale. D'accord. Unique solution optimale. Pourquoi? Parce que quand j'éloigne ma parallèle là, à la droite qui me définit ma fonction objectif, elle finit par toucher seulement en un point. Ce n'est pas toujours le cas. Elle pourrait toucher sur tout un segment. Mais là, elle touche seulement en un point. Et ce point, on a déterminé ses coordonnées. x1 égale 15, x2 égale 5 quarts. Ok, comment est-ce qu'on les a déterminés de manière générale, hein? C'est juste qu'il est au croisement de deux droites. Hein. Donc il est au croisement de deux droites, vous avez un système de deux équations à deux inconnues, vous le résolvez. Bon, ici il est très simple parce que la première équation c'est x1 égale 15. Donc ça c'est direct. Sinon il faut faire le pivot de Gauss, etc. Deux équations, deux inconnues, ça vous devez savoir résoudre ça. Est-ce que vous avez des questions sur la résolution graphique? Pas de questions? Très bien. J'accepte le fait que mon explication était d'une limpidité parfaite. Ok, donc on a résolu la question D, résoudre le programme linéaire par la méthode graphique. Maintenant, on va vous poser d'autres questions. Regardez la question E
Qu'est-ce qu'on dit dans la question? Elle est où? Elle est là. Comment changer les prix de vente pour qu'il y ait toujours une unique solution optimale, mais qu'elle soit différente de la précédente? Alors là, vous voyez que là, grâce à la méthode graphique, ça devient beaucoup plus clair comment faire ça. Avec la résolution à la main, on en aurait été incapable. Du coup, là, je veux changer les prix de vente. Donc, quand je change les prix de vente, je touche pas aux contraintes. Donc, tout ce qu'on a fait là sur dessiner les droites des contraintes et trouver la zone des solutions admissibles, ça reste exactement pareil. Ce que je veux, c'est changer les prix de vente. Donc, ça va changer quoi? Ma fonction objectif, puisque les prix de vente, ils interviennent justement dans la fonction objectif. Et je veux les changer, donc changer cette droite-là pour qu'il y ait encore une unique solution optimale, mais qu'elle soit différente de celle-là. D'accord? Donc moi, je vais quand même les changer, mais bien sûr, il y a une contrainte, et on avait dit sur ces prix de vente, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens d'avoir des prix de vente négatifs. Donc ces deux coefficients, je vais les garder positifs, mais je m'autorise à les changer pour obtenir une droite différente et qui donnera une autre solution optimale. Alors c'est quoi où est-ce que je peux obtenir une autre solution optimale qui soit unique? La question dit bien une solution optimale qui soit unique. Où est-ce que je peux obtenir, là, dans la zone des solutions admissibles, si je garde mes deux prix positifs? Si on a une pente plus faible, que celle de l'extrémité, alors on est dans l'angle en haut à gauche. Exact. C'est exactement ça. Donc là, on avait dit dans la première résolution, c'est parce que la pente là de notre droite objectif, elle était plus forte qu'on avait fini par toucher sur ce point-là. Si elle était plus faible, on aurait touché sur ce point-là à la fin quand on s'éloigne. Pour bien voir ça, pour bien voir que ce qu'on fait là, c'est général, c'est lié à la contrainte qu'on va, nous, vouloir garder des prix de vente positifs pour que le problème, enfin, c'est pas les prix de vente, d'ailleurs, c'est les bénéfices. On va vouloir les garder positifs. On va pas vendre des choses à perte, c'est pas intéressant pour l'usine. Donc, si ces deux trucs-là, on les garde positifs, eh ben, c'est sûr que cette droite-là, elle peut être comme on veut, mais elle peut être uniquement décroissante. Okay, si les deux coefficients ici sont positifs, le coefficient directeur est négatif. Donc la droite, elle est décroissante. La question, c'est à quel point on va la prendre décroissante. Je peux la prendre décroissante comme ça, ou je peux la prendre décroissante très faiblement. Et là, ce qu'a dit Alexis, c'est que nous, ce qui nous intéressait, c'est de la prendre décroissante plus faiblement que celle-là, que cette contrainte-là, pour qu'elle touche sur ce point-là. D'accord? Donc, et ce qui va rester aussi vrai, c'est que n'importe comment qu'elle soit comme ça ou comme ça, c'est toujours en se déplaçant dans le demi-plan supérieur droit que je vais augmenter mon objectif. Donc ma maximisation, elle sera toujours dans cette direction. Si la droite est comme ça, là, presque horizontale, elle sera comme ça, ma direction de maximisation, presque verticale. Et si elle est comme ça, elle sera comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est que si ces deux trucs-là restent positifs, de toute façon, ce sera toujours en se déplaçant dans le plan supérieur droit que je vais maximiser. Donc je vais toujours avoir une droite moins pentue que je vais tirer vers la partie en haut à droite, d'accord, jusqu'à ce qu'elle touche plus. Donc là, Alexis a donné la solution. Ce qu'on veut, c'est qu'elle soit pas trop pentue par rapport à celle-là. Donc avant, elle était un peu plus pentue. Ben maintenant, je voudrais qu'elle soit un peu moins pentue. Alors c'était quoi le coefficient directeur de celle-là là? Ben, c'était notre moins 2/8, le moins 1 quart, moins 2/8. Et le coefficient directeur de celle-là, c'était moins 2/7. En fait, c'était le rapport entre ces deux coefficients, moins 2 sur 7. Donc, si je veux maintenant que ça soit un coefficient directeur plus faible que moins 2/8, il faut que lui, je le prenne comment? Plus grand ou plus petit? Donc, disons, je ne vais pas faire bouger celui-là. Je garde le 2 ici. Je vais juste changer celui-là. Celui-là, je le prends plus grand ou plus petit pour que le coefficient directeur de cette droite devienne plus faible que le coefficient directeur moins 2/8 de la droite. Le 7, tu dis plus petit, Alexis. Mais plus petit, non, c'est dans l'autre sens pour moi.
Parce que si je prends le step plus petit, je vais me retrouver avec moins 2, donc je vais le prendre égal à x, ce truc-là, d'accord? X, c'est pas un choix heureux, puisque j'ai déjà pris x1, x2, je vais le prendre égal à y. D'accord? Ce truc-là, là, je vais le remplacer par y. Si je prends y, là, qui est plus petit que 7, par exemple, y égale 6, je vais me retrouver avec un coefficient directeur de moins 2 sur 6. Et ça, en valeur absolue, c'est plus grand que 2 huitièmes. 2 sixièmes, c'est plus grand que 2 huitièmes. Donc, si je veux que ce truc-là là, soit plus petit que ça, en valeur absolue, hein, vous oubliez le signe, là. En valeur absolue, il faut que y soit plus grand, parce qu'y est au dénominateur. Donc, il faut prendre y plus grand que 8. Donc, si par exemple ici, je change le prix, je dis que c'est plus 7, c'est quelque chose de plus grand que 8, par exemple 9, okay, je vais me retrouver avec une pente de, pour celle-là, là, je vais la changer, alors on va le faire sur l'autre dessin. D'ailleurs, sur l'autre dessin, j'ai pas pris 9, je crois que j'ai pris 10. Ouais, j'ai pris 10. Si on prend 10, on va se retrouver avec une pente de coefficient directeur, OF directeur, moins 2 sur 10, alors que celui-là n'a pas bougé. Le coef directeur de celle-là, c'était, on avait dit, moins 2 sur 8. Okay. Donc si je prends moins 2 sur 10, en valeur absolue, c'est plus petit. Ça veut dire qu'elle décroît moins fort. Elle est plus horizontale que celle-là. Elle décroît moins. Donc si elle décroît moins, quand je tire là vers mon coin supérieur droit, qui est ma direction de maximisation, je vais finir par toucher sur ce point-là. Donc, par exemple, si je change de 7 en 10, je vais me retrouver avec une unique solution optimale ici. Okay, donc là, il faudrait la déterminer. Il faudrait déterminer c'est quoi cette solution optimale. En l'occurrence, ben, c'est le croisement des deux droites. Hein. Donc c'est moins 4, mon unique solution optimale. Je me retrouve encore avec une unique solution optimale. Et c'est quoi? C'est la solution au système d'équations moins 4x1 plus 6x2 égale 0. Ça, c'est pour cette droite. Et je suis aussi sur cette droite qui est x1 plus 4x2 égale 20. x1 plus 4x2 égale 20. Okay. Donc, je ne vais pas faire la résolution de ça, mais c'est très simple. Hein. Vous prenez x1, par exemple, ça vous fait x1 égale 20 moins 4x2, vous le réinjectez là-dedans, vous résolvez, vous trouvez x2, vous revenez là, vous avez x1. Okay. Et vous avez du coup les coordonnées x1, x2 de ce point-là. Je ne vais pas le faire parce que je ne veux pas passer trop de temps à faire des manipulations d'équations comme ça, mais voilà, système linéaire de deux équations, deux inconnues. Là, vous retrouvez tout ce que vous avez appris dans votre vie jusqu'à maintenant, et du coup, vous ne regrettez pas d'être allé à l'école. Ça va vous servir à produire la bonne quantité de câbles et à gagner beaucoup d'argent. Rappelez-vous qu'on parle quand même en kilo-euros, quoi. Ok, donc ça c'est pour la question E. Des questions là-dessus où c'est ok pour vous, les histoires de coefficient directeur, etc. C'est bon. Ok, nickel. Donc la dernière question, c'est, on va pousser le truc jusqu'au bout. On veut savoir maintenant, est-ce qu'il n'y aurait pas un choix de prix qui nous donne une infinité de solutions optimales? D'accord ? Alors, soyons clairs dès le début, une infinité de solutions optimales, ça ne veut pas dire une infinité de valeurs optimales, d'accord, de valeurs objectives optimales. La valeur objective, elle est unique. D'accord, c'est le maximum il vaut tant. Là où il y a une infinité, c'est que pour atteindre ce maximum, j'ai plein de solutions de produits. Je peux prendre x1, x2 comme ça, ou bien x1, x2 comme ça, ou bien x1, x2 comme ça, et ça me donne toujours le même objectif qui est le maximum qu'on peut atteindre. Donc c'est ça qu'on veut, c'est avoir une infinité de solutions optimales, mais qui donnent évidemment, comme toujours, ils ne peuvent donner que la même valeur de la fonction objective qui est la valeur maximum. Alors comment est-ce qu'on va faire? Exactement, Hotman, être en prenant des prix de sorte qu'on ait exactement la même pente que pour cette contrainte là à laquelle on se heurte à chaque fois quand on tire vers le plan supérieur droit. Cette contrainte là, c'est x1 plus 4x2 égale 20, et du coup x1 plus 4x2, là notre coefficient directeur moins 2 huitièmes. Donc si je veux changer les prix pour avoir
une infinité de solutions, ça veut dire que quand je vais déplacer ma droite, la parallèle, je vais tomber pile poil sur ce segment. Ça veut dire qu'il faut que je prenne un truc qui soit parallèle à cette droite. Et du coup, comment est-ce que j'obtiens un coefficient directeur, une droite qui est parallèle? C'est avec un coefficient directeur qui est le même. Donc ici, c'est moins 2 huitièmes pour la contrainte. Il faut que ce soit moins 2 huitièmes ici. Il suffit de prendre 10 égale 8 et ça nous fera moins 2 huitièmes. Puisqu'on a dit le coefficient directeur, c'est moins celui-là sur celui-là. Alors regardons justement dans la correction ce que ça a donné. Elle doit être quelque part. Et elle est là. Donc si vous prenez ici, vous changez que ce prix, vous le mettez à 8. Eh bien, vous avez une droite ici qui est parallèle à la contrainte. Et quand du coup vous cherchez à maximiser, le dernier moment où elle touche, en fait, elle touche pas seulement sur un point ou sur 2 points, mais elle touche sur tout le segment. C'est ce qu'on voit là par la droite en pointillé rouge. Et à ce moment-là, vous avez une infinité de solutions. Chaque point de ce segment est une solution. Donc, il y a les deux solutions qu'on avait avant, là, les deux mêmes qu'on avait avant. Solution optimale unique qu'on avait trouvée avec des prix différents, là, elles sont là, mais vous avez aussi une solution en prenant x1 là, ou alors 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 là. Okay, il y en a une infinité, autant que de points sur ce segment, et il y a une infinité de points sur ce segment. Par contre, la valeur objective, toutes ces valeurs objectives-là, c'est toujours les mêmes. Okay, c'est toujours les mêmes. D'accord. Il me semblait que je voulais vous dire quelque chose de plus avec ça, là, mais j'ai oublié. Donc là, on l'a fait en changeant qu'un prix. On aurait pu changer les deux prix. D'accord? On aurait pu changer les deux prix tout le temps, hein, dans tout ce qui a précédé avant. Quand je change les prix, j'en ai choisi d'en changer qu'un, parce que c'est pas la peine de changer les deux, mais en fait, j'aurais pu changer les deux. Par exemple, ici, si je veux garder le même coefficient directeur, par exemple, je multiplie tous les deux par 3,5. Donc, par exemple, j'aurais pu prendre 3x1 plus 12x2. Ça va encore me faire mon coefficient directeur de moins 1/4. Donc, j'aurais pu changer les deux prix à la fois. Quand je change les prix comme ça, là, si je prends 2x1 plus 8x2, donc je prends le bénéfice de 2 pour les câbles de 5 mm, bénéfice de 8 pour les câbles de 10 mm, ou alors je prends ça là, bénéfice de 3 pour les 5 mm, bénéfice de 12 pour les 10 mm. Ça va me donner les mêmes solutions. Les solutions optimales, il y en a encore une infinité, c'est exactement les mêmes. C'est toutes les solutions sur ce segment. Qu'est-ce qui change quand je change les prix entre ces deux solutions-là, entre 2,8 et 3,12. Qu'est-ce qui change? Il y a quand même quelque chose qui change. Les solutions optimales, c'est les mêmes. Là, une infinité, c'est exactement les mêmes valeurs de x1, x2, mais il y a quelque chose qui change, c'est quoi? La quantité de matière, non, je pense pas, parce que si tu prends une solution x1, x2 fixée, là, quelque part sur ton segment, ça te donne justement la quantité de cuivre que tu utilises. Donc elle a pas changé. Ce qui a changé, c'est quoi? Voilà, la quantité de matière, elle peut changer quand tu passes d'une solution à l'autre. Ça, elle pourrait changer. Si vous voulez, on explique dans 2 minutes qu'en l'occurrence, elle ne change pas, mais elle pourrait changer. Mais de manière générale, nous, là, on ne veut pas passer d'une solution à l'autre. Là, disons qu'on est sur une solution, ce que je change, c'est juste les prix, là, pour définir la valeur la fonction objective. Donc, ce qui change, c'est uniquement la valeur de la fonction objective. Donc, dans les deux cas, là, que je prenne 2x1 plus 8x2 ou que je prenne 3x1 plus 12x2, je me retrouve avec les mêmes solutions, c'est-à-dire les mêmes couples x1 et x2 qui optimisent la valeur objective. C'est ces couples-là qui sont sur le segment.
Par contre, si je prends ça ou si je prends ça, la valeur objective qu'ils atteignent, là, tous ces points, qui est la même, hein, ils atteignent tous la même valeur objective, elle ne sera pas la même dans le cas où j'ai pris 2 et 8 et dans le cas où j'ai pris 3 et 12. C'est tout. C'est la valeur de la solution objective qui change dans ce truc-là. Donc c'est logique en l'occurrence, puisque j'ai changé les prix, changé les bénéfices. Donc évidemment que je change l'objectif que je réalise. Okay. Alors en l'occurrence, tu parlais de la quantité de matière. Sur cette droite-là, est-ce que la quantité de matière, là, selon que je prends, donc ce qui est sûr, c'est que si je prends ce point-là ou ce point-là, même fonction objectif, même bénéfice, okay, puisqu'on est sur la même droite là de maximisation, la droite pointillée rouge qui maximise mon objectif. Sur toute cette droite, la valeur objective c'est la même. C'est la constante qu'on a choisie, la constante ici. Est-ce que la quantité de matière c'est la même ou pas ? Bon, alors je réponds à la question parce que je voudrais aussi vous montrer le deuxième exercice vite fait. La quantité de matière, c'est la même parce que précisément, là, cette droite-là, c'est la contrainte qui dit que la quantité de matière, elle doit être inférieure ou égale à 20, qu'on ne peut pas produire plus. Si on part en équivalent câble de 5 mm, on ne peut pas produire plus de 20 km. On est sur la droite, telle que là, en fait, quand on se balade sur cette droite, on change les valeurs de x1, x2, mais la combinaison linéaire x1 plus 4x2, qui nous définit la quantité de matière qu'on utilise, justement, parce qu'on utilise 4 fois plus de matière pour faire les câbles 2 que les câbles 1, elle est constante. Donc en fait, là, sur toutes ces solutions, la quantité de matière utilisée là, sur toute cette droite-là, elle est constante. Alors si on était sur cette droite-là, ce ne serait pas pareil, parce que cette droite-là, elle ne parle pas de la quantité de matière constante, c'est une autre contrainte. Ça. Mais ici, là, c'est la droite sur la quantité de matière utilisée, justement, c'est la contrainte sur la quantité de matière utilisée. Elle est donc constante sur toute la droite et elle est même toujours utilisée à plein. C'est-à-dire qu'on va toujours utiliser tout le cuivre de l'usine. Sauf que là, on est en train de varier sur, en fait, on peut faire plus ou moins de câbles de 5 mm, plus ou moins de câbles de 10 mm, mais on utilisera toujours, là, sur ce segment, toute la quantité de cuivre disponible. Ouais. Ok, je suis d'accord, Nicolas, avec ta réponse. Ok, avant qu'on se sépare, je voulais vous montrer, parce que ça, c'est important. C'est important, notamment pour l'examen. L'exercice 2, donc vous le ferez, c'est on vous donne 3 programmes linéaires et il faut faire la résolution graphique de ces 3 problèmes linéaires. Okay, le problème 1, c'est juste pour vous montrer un cas, c'est pas que ce soit spécialement intéressant, mais c'est quand même intéressant. C'est pour vous montrer un cas où quand on regarde toutes les contraintes, en fait, il n'y a aucune solution satisfaisable. C'est-à-dire que si vous regardez ce qui reste quand vous avez retiré tous les demi-plans où c'est pas satisfaisable, ben, il reste rien. Donc ensemble des solutions vides, donc évidemment pas de maximum parce que même pas de solution réalisable. Deuxième système, celui-là il m'intéresse plus, et le troisième aussi. Le deuxième système, quand vous tracez les contraintes, ça vous donne 7 régions des solutions faisables. Remarquez que cette région-là, moi j'ai arrêté mon dessin parce que je ne peux pas dessiner à l'infini, mais en fait elle est ouverte vers du côté supérieur droit, là, elle est ouverte, il y a une infinité de solutions faisables. La région des solutions faisables, elle n'est pas bornée. Elle est bornée de ce côté-là, là, par ces 4 droites, mais de ce côté-là, elle n'est pas bornée. On peut aller aussi loin qu'on veut dans cette direction, dans la direction de la flèche. Et dans ce problème-là, quand on regarde justement ce qu'on veut maximiser, c'est ça, là. C'est x plus y qu'on veut maximiser. Attendez, je vais le faire en rouge. C'est x plus y qu'on veut maximiser. Donc ça vous donne comme droite, cette droite-là, et la direction de maximisation, si vous la calculez, vous la calculerez, ça vous donne d'aller par là-bas. Donc en fait, vous pouvez aller aussi loin que vous voulez dans cette direction, vu que la zone des solutions admissibles n'est pas bornée, vous allez aussi loin que vous voulez, et vous obtenez un objectif toujours plus élevé. Donc ici, c'est un cas où en fait, il n'y a pas de max. Pas de maximum. C'est ce qu'on appelle le cas non borné. Pas de maximum, parce qu'on peut atteindre une valeur aussi grande qu'on veut.
D'accord. C'est le cas non borné. On avait appelé ça comme ça dans le cours, c'est le cas non borné pour un programme linéaire. Ok. C'est bon pour vous sur ce que ça veut dire, ça? Je peux toujours, si je vais plus par là, là, je tire cette parallèle là par rapport à ça, si je la tire de plus en plus loin, j'obtiens une fonction objective de plus en plus élevée et je peux aller aussi loin que je veux, là, c'est pas borné, d'accord? Vous voyez ce que ça veut dire, ça? C'est bon? Non? Oui, c'est clair? Ok. Du coup, je vous montre le deuxième cas. Le deuxième cas, c'est le troisième programme linéaire. En fait, si vous regardez bien, le troisième programme linéaire, c'est le même que le deuxième. Les contraintes, là, l'ensemble des contraintes, c'est exactement les mêmes dans ces deux problèmes, pi2 et pi3. C'est les mêmes contraintes. D'accord? Exactement. La seule chose qui a changé, c'est le truc qu'on veut maximiser. Et c'est ça que je veux vous montrer. Je vais vous montrer qu'en fait, quand on change le truc qu'on veut maximiser, donc on ne change pas la région des solutions admissibles, qui est toujours exactement la même que celle que j'ai dessinée au-dessus. Ce qu'on change, c'est la droite qui définit notre fonction objectif. Là, quand on maximise moins 4x plus y, la droite, elle est comme ça. Et si vous déterminez dans quel sens il faut se déplacer pour maximiser, ça vous donne ce sens-là. Du coup, là, vous allez tirer votre droite parallèle le plus possible vers la gauche cette fois, vers le plan le demi-plan supérieur gauche. Vous allez tirer dans cette direction. Et en fait, là, la dernière fois que vous allez toucher la zone des solutions admissibles, ça va être sur ce point-là. Donc en fait, là, il y a une unique solution optimale. Pourquoi je vous raconte ça? C'est pour vous dire qu'en fait, un problème est non borné, c'est pas la région des solutions admissibles et non bornées seulement. Ça dépend aussi de dans quelle direction il faut se déplacer pour optimiser. Là, en l'occurrence, la direction dans laquelle il faut se déplacer pour optimiser, même si la région des solutions faisables, elle est infinie, en fait, elle nous pousse vers une zone où c'est fini et au final, on tombe sur un unique point de solution optimale. Donc, ce problème-là, il est borné par rapport à ce qu'on a dit dans le coup. D'accord? Donc, c'est pas parce que la zone des solutions admissibles est infinie, n'est pas bornée, que le problème lui-même n'est pas borné. Ça dépend aussi de dans quelle direction vous voulez optimiser. Donc je vous laisse faire pour vous entraîner, ça c'est un très bon exercice pour préparer l'examen, de résoudre ces trois problèmes linéaires par la méthode graphique. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on clôt la séance? Ok, bon, si vous n'avez pas de questions, on va s'arrêter là. J'arrête l'enregistrement.